Nathalie Arthaud, la candidate de lutte ouvrière à la présidentielle est notre invitée. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous ce soir. La révolution en campagne, donc, contre les ravages du capitalisme, c'est bien ça. Pour vous, le capitalisme, ce ne sont que des ravages, Nathalie Arthaud, d'abord? Bah écoutez, je sais pas, la réalité parle d'elle-même, non, vous croyez pas? Le chômage qui a explosé, 11 millions de femmes et d'hommes en dessous du seuil de pauvreté en France, dans la cinquième puissance quand même du monde, hein, nous dit-on. Voilà, 4 millions et demi de chômeurs, des gens qui doivent compter euro après euro pour remplir leur frigo, qui, pour chauffer même, doivent réfléchir à quelle pièce donner la priorité. Donc oui, bien sûr, des ravages. C'est une réalité. C'est une catastrophe sociale pour les classes populaires, hein. Je ne parle pas là du monde de Bernard Arnault, de Madame Bettencourt, de Monsieur Proglio ou du patron de Publicis, dont j'ai d'ailleurs oublié le nom. Maurice Lévy. Voilà, qui a touché un bonus, Voilà. Une rémunération différée de 16 millions quand même, voilà, c'est pas mal. Donc pour eux, évidemment, j'imagine bien qu'ils ne voient pas les choses de la même façon. C'est moins difficile dans ce cas-là, tout le monde en conviendra, Nathalie Arthaud. Vous êtes donc engagée dans votre première campagne présidentielle, hein, après la longue épopée, on va dire comme ça, d'Arlette Laguiller, dont vous êtes très proche d'ailleurs. Elle vous conseille, hein, chaque jour au téléphone. Bien sûr. Oui. Bien sûr, elle est dans la campagne, bien sûr, elle suit tous les jours. Alors, Samir Tounsi de l'agence France Presse, puis Perrine Tarnaud de Public Sénat, nous rejoindront tour à tour au cours de cette émission. Où est-ce que vous préférez aller d'abord? J'ai envie de vous poser cette question. Sur les plateaux de télévision ou dans les usines? Moi, je ne vais pas, je fais pas le tour des usines. Quand les travailleurs, les militants lutte ouvrière, moi-même, je travaille, donc je suis présente. Vous êtes enseignante. Je suis enseignante, je travaille dans mon lycée. À l'occasion de la campagne, vous allez sur le terrain. À l'occasion de la campagne, je réponds aux invitations des travailleurs qui considèrent que ma présence peut leur être utile, voilà, et qu'ils ont besoin d'un soutien. Donc, je leur apporte quand je le peux. Mais j'ai pas besoin de faire le tour des usines, moi. Les militants de lutte ouvrière sont dedans, sont de tous les combats. Et voilà, donc c'est pas de façon artificielle, si vous voulez, comme peut le faire on sent les uns ou les autres. La crainte, vous n'aimez pas la personnalisation. Nous appelons lutte ouvrière, vous voyez, nous appelons lutte ouvrière, et ça a une raison. La raison, c'est que justement, nous sommes dans la classe ouvrière et qu'on tient bien, voilà, à défendre par nous-mêmes, en faisant de la politique justement par en bas. Vous aimez haranguer la foule et les journalistes aussi, parce que quand on vous écoute, déjà on a un petit aperçu, l'émission ne vient que de commencer et on sent un débit incessant, hein. Oh, si, je peux faire moins si vous voulez. C'est vrai? Mais ce que j'aime en tout cas en campagne, c'est effectivement les meetings, ça c'est certain, que dans les meetings, on peut s'exprimer, voilà, on peut dire tout ce qu'on pense, expliquer, convaincre, et on a le temps. Donc c'est appréciable. Une question qu'on pourrait peut-être poser à tous les candidats, vous allez me répondre. Est-ce que vous n'avez pas l'impression parfois de toujours répéter les mêmes choses mécaniquement, Nathalie Arthaud? Ah, ça peut arriver. Ça peut arriver, bien sûr. Oui, ça peut arriver. Mais en même temps, chaque interview est différente. Et vous voyez, avec vous, c'est toujours très original. Bon, écoutez, je compte sur vous pour m'aider alors, hein. On prend le pari pour les 40 minutes qui nous restent. Quel est votre modèle de société? Ben, écoutez, c'est une société où l'économie serait maîtrisée par l'ensemble de la population. Une société où on ne vivrait pas cette économie complètement folle. On a l'impression un peu d'être dans une maison de fous quand même, hein, où plus on produit de richesses, plus on est capable de fabriquer des profits et moins cela est rejaillit sur l'ensemble de la population et sur les travailleurs, et plus cela devient même nuisible à toute la société parce qu'on voit ces profits happés par la spéculation et on voit ces profits finalement se retourner contre toute l'économie parce qu'entraîner, ces profits entraînent l'économie dans la crise. Alors, on vous Donc, écoute. on est dans une économie, oui, injuste, inégalitaire et complètement irrationnelle. Donc, condamnée, même, vous ajoutez. Vous estimez que notre économie capitaliste est condamnée. Mais à quelle échéance? C'est quoi, dans 6 mois, dans 10 ans ou dans 20 ans? Vous savez, une économie qui creuse les inégalités, qui condamne ceux qui la font tourner au quotidien, les travailleurs, à reculer, à devoir moins se soigner, à avoir des difficultés pour se loger, pour se nourrir, pour éduquer ses enfants, oui, je pense qu'elle n'a pas
d'avenir. Elle n'a pas Quelle d'avenir. Parce que échéance? forcément, qu'est-ce que vous voulez une société comme ça? Eh bien, elle produit ceux qui ont envie de la combattre, voyez-vous. Donc, évidemment, à quelle échéance? Moi, j'ai pas de boule de cristal. Oui. Hein. Ce que je sais, c'est que toutes les sociétés qui ont été des sociétés d'oppression, d'exploitation, eh bien oui, elles ont été transformées, elles ont été contestées. Et on ne voit pas toujours très bien le modèle que vous voulez opposer à celui qui existe, qui a ses laissés pour compte, qui a ses pauvres, on en est tous conscients, mais qui fait vivre aussi beaucoup de monde. Il y a quand même beaucoup de gens qui, tous les matins, vont au boulot. Hein, Nathalie Arthaud, vous en faites partie, moi aussi. Mais qu'est-ce que vous voulez dire par là? Qu'il n'y a rien d'autre d'imaginable? Non, mais je vous demande quelle est votre solution alternative? Moi, je suis communiste révolutionnaire. C'est-à-dire que j'ai bien cet idéal-là. Qu'on peut, oui, organiser l'économie de façon collective, sans en laisser la direction à une minorité du simple fait qu'elle a apporté les capitaux. Eh bien, voilà, qu'on ne laisse pas, si vous voulez, la direction de ces grandes entreprises. Il y a 200 grandes entreprises en France qui dominent toute l'économie, qui dominent les millions de petites entreprises, de PME dans le pays. Et ces 200 entreprises, eh bien, elles sont dirigées par des conseils d'administration qui sont dans les mains de quelques milliers de grands actionnaires et qui décident pour tout le monde, voilà, qui imposent leurs dictats à toute la société. Eh bien, nous sommes pour qu'à la place de cette minorité qui décide, eh bien, on mette en commun, effectivement, ces grands moyens de production, à commencer par les banques. Donc nous sommes pour exproprier effectivement les banquiers, mettre en commun et fusionner toutes ces banques et les faire fonctionner sous le contrôle des employés de banque, des usagers des banques, collectivement, voilà, qu'il n'y ait pas un conseil d'administration comme ça, qui fonctionne secrètement pour les profits égoïstes d'une minorité. Ça s'appelle, oui, le communisme. Voilà. Alors c'est cet idéal qui a, si vous voulez, animé les révolutionnaires de la Commune de Paris. Ici, en France, oui. Je vous écoute attentivement là, parce que j'entends vos références. Vous avez compris sur qui j'allais vous interroger. Et qui ont animé aussi les révolutionnaires russes de 1917 et qui ont commencé évidemment à réaliser dans les premières années cet idéal-là. La Commune de Paris, c'est également la référence de Jean-Luc Mélenchon. Je vous propose de tout de suite en parler, si vous êtes d'accord. Jean-Luc Mélenchon. Vous le dites, complémentaire de François Hollande. Pourtant, il a dit qu'il allait poser des conditions pour son ralliement au candidat socialiste. Vous ne le croyez pas? En l'occurrence, pour le deuxième tour, il n'y a aucune condition. Pour appeler à voter Hollande au deuxième tour, il n'y a aucune condition. Il l'a dit et redit, c'était la règle du désistement républicain. Qui l'a dit? Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon explique qu'il y a de toute façon le désistement républicain. Non, mais il a dit que ça n'était pas à prendre ou à laisser, comme l'a dit sur notre antenne d'ailleurs le socialiste Jérôme Cahuzac. Donc il veut poser ses conditions. Ça, c'est effectivement pour un pacte de gouvernement ou répartition pour les législatives. Mais pour appeler Hollande au deuxième tour, c'est automatique. Et vous voyez, même de ce point de vue-là, finalement, il est en deçà de ce qu'a obtenu Europe Écologie Les Verts, puisque Europe Écologie Les Verts ont d'ores et déjà quand même justement posé un certain nombre de conditions. Là, c'est effectivement le désistement, donc le ralliement complet au deuxième tour. Voilà. Et finalement, il amènera tous ces électeurs qui sont critiques, à juste titre, à mon avis, de Hollande, eh bien, il les amènera à faire élire Hollande. Voilà. Voilà pourquoi je parle de complémentarité, effectivement, de division du travail entre Hollande et Mélenchon. Mais vous, même avec votre score assez réduit, d'après les sondages aujourd'hui, autour de 1%, vos électeurs aussi, ils voteront François Hollande au second tour. Vous-même, c'est le bulletin que vous mettrez dans l'urne au second tour. Écoutez, vous vous attendra, soyez patient. Moi, le bulletin que je mets dans l'urne, c'est au premier tour qu'on peut s'exprimer. Donc, il faut être patient pour savoir, voilà, le second tour arrivera en temps et en heure. Bien sûr, mais on peut déjà en parler? Eh bien non, justement. Non, parce que, écoutez, cette campagne, il faut la faire. Et l'élection, il faut la faire aussi. Donc je suis désolée, il y a une campagne au premier tour, on est 10 candidats, on a chacun notre programme à amener, et moi c'est sûrement pas pour me taire ou pour m'éclipser derrière un tel ou un tel, et sûrement pas derrière d'ailleurs Hollande, dont je ne vois absolument pas en quoi son élection va protéger les travailleurs des licenciements, des bas salaires, du chômage. Quand je vois les engagements de Hollande, c'est clair que Hollande ne s'engage que vis-à-vis des banquiers. Bien sûr, écoutez, il a d'ores et déjà expliqué que sa priorité, c'est effectivement de payer la dette, de payer ses intérêts, c'est 50 milliards quand même par an, et ça sera payé rubis sur ongle, voilà. Et donc, qu'est-ce que vous en faites, vous, de la dette? Eh bien, la dette... 1700 milliards que... Oui.
500 milliards de dettes supplémentaires là, sur ces 5 ans, effectivement. Eh bien, moi, je dis que cette dette, c'est la dette de la bourgeoisie. C'est à elle de payer, tout simplement. Voilà. Vous remboursez vos dettes. J'essaie. Voilà, moi aussi. Tous les travailleurs qui ont des dettes, qui sont endettés, qui ont emprunté, ils doivent payer. Les travailleurs, ils empruntent pour leur voiture, pour leur logement, des fois même pour soigner, vous voyez, ou pour payer les études de leurs enfants. Et ils payent leurs dettes. Eh bien, moi, je dis que ceux qui ont fait cette dette, c'est les banquiers. C'est pas les gouvernements successifs? C'est les gouvernements au profit des banquiers. C'est de l'argent qu'on a mis. Un certain modèle, peut-être aussi. Non, attendez, c'est pas de l'argent qui est allé ni dans les hôpitaux, ni dans les écoles, ni dans les retraites. Aucun travailleur n'a vu la couleur de cet argent. Ces milliards, ils ont été mis sur la table pour les banquiers, pour les groupes de l'automobile. Ça a été la prime à la casse, mais ça a été aussi les exonérations, en veux-tu, en voilà, de toutes sortes qui ont été mises. Et c'est des milliards, là, il y a un tour de vis qui est annoncé sur toutes les exonérations. Vous devrez être heureux sur les niches fiscales. François Hollande, comme Nicolas Sarkozy, disent qu'ils vont fermer le robinet. Oui, bah écoutez, moi j'ai surtout compris que Nicolas Sarkozy avait eu encore une idée géniale d'une exonération de cotisations sociales pour les patrons qui embaucheraient plus de 55 ans. Oui. Alors vous voyez, encore c'est combien 3, 4, 5 milliards. Alors soi-disant, il n'y a plus 1 euro dans les caisses publiques, mais là encore, ils trouvent quand même des milliards de cadeaux à donner. Alors voilà, moi cette dette, je suis pour qu'elle soit remboursée, mais par ceux qui l'ont faite, tout simplement. Pour vous, vous ne faites pas de différence entre François Hollande et Nicolas Sarkozy, ce sont vos deux adversaires. Mon adversaire, c'est bien sûr Nicolas Sarkozy. C'est lui qui a été au pouvoir, c'est lui qui a couvert finalement le diktat patronal, qui a justifié à chaque fois les coups qui sont tombés sur la tête des travailleurs, qui a fait le boulot, qui a tiré les marrons du feu pour les grands groupes, pour les plus riches sur ces 5 ans. Donc c'est évidemment lui, mon adversaire. Et en même temps, je n'ai pas d'illusion. C'est pas parce que on a tout lieu de vouloir se débarrasser de Sarkozy que je vais tomber dans les bras de Hollande. Hollande, il s'est engagé à rien vis-à-vis des travailleurs. Excusez-moi, mais il n'y a rien sur les salaires, il n'y a rien pour s'opposer aux fermetures d'entreprises, il n'y a rien pour obliger le patronat à embaucher. Et il faudrait qu'il embauche, parce qu'il y a 4,5 millions quand même de personnes qui attendent un emploi aujourd'hui dans le pays. Donc il n'y a rien vis-à-vis des travailleurs. Il y a des mesures que vous trouvez insuffisantes et qui s'apparentent à rien, selon vous. Nathalie Arthaud, dernière question. Insuffisantes, je ne vois même pas. Mais vous savez, y compris quand il parle de retraite à 60 ans, écoutez, c'est retraite à 60 ans pour ceux qui ont travaillé, qui ont cotisé 41 annuités, qui ont cotisé, pas seulement validé, cotisé. Alors tout ça, ça se réduit et finalement, ce sera une toute petite minorité qui pourra espérer partir effectivement à 60 ans. Donc non, toutes ces promesses-là, vraiment, c'est le strict minimum. Et en plus, Hollande nous explique que tout ça, c'est conditionné évidemment, comme toujours, à la croissance. C'est-à-dire que tout ça, c'est très hypothétique. Et que les travailleurs, il faut surtout qu'ils se préparent. Les fruits, il faut qu'il y ait la croissance. Mais écoutez, les profits sont là. Il y a 73 milliards qui ont été réalisés. Quand on entend parler des exilés fiscaux, qu'une enquête d'un journaliste explique que depuis 2000, il y a près de 600 milliards qui sont partis dans les paradis fiscaux, excusez-moi, mais c'est pas l'argent qui manque. Alors, encore une question, tiens, sur Mélenchon. Dites un mot pour le défendre, puisque Laurence Parisot l'a présenté comme le candidat de la terreur. Alors, vous n'avez pas envie de le défendre, là, le candidat de la gauche extrême, vous qui êtes la candidate de l'extrême gauche? Mais il n'en faut pas beaucoup pour que les patrons hurlent à la mort. Il n'en faut pas beaucoup en général. Il suffit de toucher un de leurs cheveux pour qu'ils hurlent. Donc vous voyez, là-dessus, moi, c'est pas là-dessus que je me calerai. Non, moi, je pense que les travailleurs devraient s'inspirer finalement de ce que font les patrons. Dès qu'on touche un petit peu à leur intérêt, ils hurlent, ils crient au secours, au secours. Mais il faudrait que les travailleurs fassent pareil, qu'ils se défendent, qu'ils se laissent pas faire. Alors, en tous les cas, on a des exemples à prendre, je crois. Là. Contrairement à Jean-Luc Mélenchon qui prône la révolution par les urnes, vous, j'ai quand même compris que vous prônez la révolution tout court, Nathalie Arthaud. Et alors, on voit avec Mounir Soussi que c'est plus évidemment qu'une simple différence de langage. Si au PS le changement c'est maintenant, à Lutte ouvrière le slogan serait plutôt « La révolution c'est pour quand ». Le parti est présent à chaque présidentielle depuis 1974, pourtant l'élection n'est pas une fin en soi. On est les seuls sans doute dans cette élection à dire que le bulletin de vote ne peut pas changer la vie. Ce qui peut changer la vie, c'est la vie des travailleurs, c'est leur lutte collective. Le grand soir ne viendra donc pas par les urnes, mais grâce à la mobilisation des ouvriers, vaste programme. Pourtant, en Amérique latine, des expériences ont permis de changer le système par le haut, notamment au Venezuela. On a vu se développer
depuis la chute du mur de Berlin, depuis la fin de l'Union soviétique en 1991, d'autres mouvements que l'on pourrait qualifier facilement d'alternatifs ailleurs qu'en Europe. Il faut citer notamment le cas du Venezuela, on pourrait en citer d'autres, il y a eu d'autres tentatives, en Amérique centrale notamment, le mouvement zapatiste au Mexique aussi sont des mouvements qui se veulent un peu alternatifs. Pour le parti trotskiste, les seuls moyens de rompre avec le capitalisme sont d'interdire les licenciements, de réquisitionner les logements vides ou d'exproprier les grands groupes. La lutte des classes comme unique moteur politique. L'expropriation, en pratique, c'est quoi? C'est que c'est plus les actionnaires qui décident. C'est plus les actionnaires qui dirigent cette entreprise. S'ils l'ont mis en faillite, c'est des incapables. C'est-à-dire il faut que ce soit les travailleurs qui prennent en main cette entreprise. Il faut que ce soit les travailleurs ou il faut que ce soit l'État. En tout cas, il ne faut plus que ce soit les actionnaires. Mais imposer de tels changements ne peut pas se faire sans quelques accros. Révolution et non-violence, c'est presque une équation impossible. Gandhi l'a espéré. Gandhi n'était pas un marxiste. Avec moins de 1% dans les intentions de vote et un taux de syndicalisation au plus bas, Lutte ouvrière doit encore abattre quelques murs avant d'entrevoir la révolution prolétarienne. Voilà, alors Samir Tounsi de l'agence France Presse est avec nous. Samir, bonsoir. Bonsoir Michel. Vos questions à Nathalie Arthaud. Bonsoir Nathalie Arthaud. Bonsoir. Je voudrais rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure à Michel Grossior. Arlette Laguillet, au soir du premier tour de 2007, avait appelé à voter pour Ségolène Royal. François Hollande est tellement pire que ça pour la classe ouvrière que Ségolène Royal? Comme vous l'avez dit, c'était au soir du premier tour, donc attendez le soir du premier tour. Vous n'excluez pas Pardon? Malgré la diatribe anti-Hollande que nous venons d'entendre, vous n'excluez pas, au soir du premier tour, d'appeler... Encore une fois, il faudra être patient. Et voilà, moi je veux... Écoutez, ça suffit quand même. Depuis... Ça fait déjà, je sais pas, presque un an, qu'on nous présente effectivement un duel, Parti Socialiste UMP. Ah, ça se confirme, et il y a de la place que pour ces gens-là, d'accord? Que pour leur voix à eux. Alors, bon voilà, moi j'ai un programme à défendre, effectivement, des idées, des convictions, un idéal, donc je compte bien le faire. Je compte bien le faire et pas toujours être jugé par rapport ou... voilà. Il s'agit de savoir aussi si vous souhaitez 5 ans de plus avec Nicolas Sarkozy ou une alternance. Qu'est-ce qui est le plus favorable pour Lutte ouvrière? Évidemment que c'est... Non mais nous, on n'est pas ni pour la politique du pire, et évidemment que je ne souhaite pas 5 ans avec Sarkozy, c'est évident. Et en même temps, je sais que se débarrasser de Sarkozy, ça voudra toujours quand même dire qu'on sera confronté à ce patronat rapace qui a qu'une seule et même politique, c'est de faire payer quand même la crise, les dégâts de la crise aux travailleurs. Parce que c'est ça qui s'est passé quand même pendant ces 3 années de crise. C'est que ces messieurs s'en sont sortis, indemnes, avec tout leur pouvoir, avec leurs profits, et ils ont garanti leurs dividendes à leurs actionnaires. Et ils continuent de le faire. Mais ils l'ont fait en sacrifiant les travailleurs, en sacrifiant leurs emplois. Ils ont quand même fait 1 million de chômeurs. Ils ont quand même semé la misère et le chômage dans le pays. Alors ça, moi j'appelle ça une politique patronale, j'appelle ça la lutte de classe et je suis bel et bien convaincu que quel que soit le gagnant de l'élection, cette lutte de classe, elle va se poursuivre. On vous a déjà entendu, vous êtes souvent sous les médias, on entend ce discours qui a sans doute des fondements de vérité et d'un fondement militant. Qu'est-ce que la campagne vous apprend, très sincèrement ? Michel Grossior vous demandait si vous alliez dans les usines, vous faites des déplacements, vous rencontrez les Français, plus peut-être que dans votre activité militante ordinaire. Qu'est-ce qu'elle vous a appris jusqu'à présent, la campagne? Oui, c'est mon activité militante ordinaire qui Non, mais là, m'apprend. vous avez la possibilité, la chance de vous déplacer tous les jours dans différents coins de France. Eh bien, voilà, ce qui m'imprègne... Quelle nouvelle perception de la réalité de la société française vous avez depuis le début de cette campagne? C'est pas une nouvelle réalité, c'est une confirmation, si vous voulez. À chaque fois que je vais dans une ville ou dans une région, je peux faire une liste d'entreprises petites et grandes qui ont licencié. Je peux faire une liste. Dans toutes les régions, ce qu'on voit, c'est des hôpitaux qui se restructurent, des maternités qui ferment. Bah oui, on n'a pas besoin d'être en campagne pour le savoir. Vous n'avez pas une remontée du terrain, vous n'avez pas appris quelque chose depuis que vous faites un Tour de France? La remontée du terrain, c'est ça. C'est une colère. Je peux vous garantir qu'il y a une colère qui s'accumule dans les classes populaires, qu'il y a un sentiment d'injustice énorme. Quand on croise les travailleurs du groupe Paru Vendu, qui a été liquidé par le groupe R100, un groupe quand même richissime, famille R100 qui coule des jours heureux en Suisse, à l'abri justement du fisc, et qui a décidé de mettre sur le carreau les 1650 travailleurs de Paru Vendu, et tous ceux qui fabriquaient le journal du groupe Hebdoprint Comarec. Je peux vous dire, quand on rencontre ces travailleurs-là, et les Jabi, le Jabi, les Petroplus, les ArcelorMittal, les Frali. Je peux vous dire qu'on sent la révolte et la rage. Vous connaissez la principale cause d'inscription à l'ANPE, à Pôle emploi, pardon.
Vous êtes économiste, vous connaissez la principale cause, les Écoutez, pourcentages d'inscription à Pôle emploi. Ça peut être les CDD, ça peut être Dans l'immense majorité, l'intérim. c'est les CDD. Oui, et alors, vous appelez pas ça licenciement, vous? Quand les CDD sont renvoyés, moi j'appelle ça un licenciement. Quand un intérimaire est renvoyé, j'appelle ça un licenciement. Pour moi, c'est un licenciement. Vous voulez Voilà. interdire les Parce que- licenciements, venons-y. Oui, je suis Vous pour êtes interdire les agrégé licenciements. d'économie, si j'ai bien lu. Avez-vous un exemple dans l'histoire économique récente, dans nos pays, dans nos économies actuelles, de mise en pratique de cette mesure et de ses résultats? Est-ce que vous pouvez l'évaluer? Non, je n'ai pas D'accord. d'exemple et il ne faut pas vous en étonner. De partout, c'est la même classe capitaliste qui domine. Oui, certes, mais c'est eux est-ce qui que sont c'est pas- libres, ils sont libres Quand de on est un faire tout ce responsable qu'ils veulent. politique avec une parole responsable, est-ce que c'est prudent de prôner une mesure qui n'a jamais été mise en pratique? Bah, vous êtes en train de me dire que ce qui n'a jamais été mis en pratique ne peut pas exister. Alors bon, on est prêt. Enfin, on peut là, faire on est condamné des à études quoi? d'impact. On est condamné à sait faire très bien quoi? qu'en À faire du économie, surplace? Bah justement. En économie, quand on lance une mesure inédite, on fait d'abord des études d'impact Eh bien, préalables. faisons Est-ce que vous avez dans vos modèles économiques mis en place par vos commissions, je sais que vous êtes un parti très sérieux, très structuré, avec des ressources intellectuelles très sérieuses, très riches. Pas Très trop de riche. flatterie non plus. Hein. Pour en venir à quelle question alors, Samir? Est-ce que vous avez fait tourner un modèle économique avec des interdictions de licenciement et quels sont les résultats? Écoutez, des études d'impact, comme vous dites, on en fait depuis 40 ans sur Vous leur répondez pas à ma politique. question. Mais bah oui, j'ai quand même droit à la parole. Hein. Donc est-ce que vous avez étudié Donc, l'impact de l'interdiction des J'en profite, licenciements? n'est-ce pas? Est-ce que Eh ça bien, risquerait pas d'asphyxier complètement excusez-moi, l'économie? mais les études d'impact de leur politique à eux, de la droite et de la gauche, qui consistent systématiquement en matière de chômage à inciter le patronat, à les aider à embaucher, en mettant des cadeaux, des millions de cadeaux sur la table, en disant ne payez plus de cotisations pour eux. Alors on paye plus pour les handicapés, on paye plus pour les jeunes, on paye plus pour les smicards. Et embaucher, est-ce qu'ils embauchent? Ils Vous n'embauchent n'avez pas répondu à ma Ça question. fait 40 ans qu'ils font cette politique. Vous faites impact campagne. Alors zéro. vous faites campagne sur une Alors moi, mesure la forte que mesure- vous n'avez même pas, Eh bien, moi, dont je vous vous dis n'avez la même mesure- pas étudié l'éventuelle application. Une Mais il n'y question a, simple. pas besoin de l'étudier, excusez-moi. Alors, Mais une si question on, simple. Elle résoudrait tous si les on problèmes. interdit les licenciements, bien sûr que ça arrête tous les licenciements d'intérimaires chez PSA, chez Est-ce que ça vide le ArcelorMittal. stock de 4 millions de chômeurs? Et ça enlève 1000 chômeurs Et est-ce de que ça plus vide le stock par de 4 jour. millions de chômeurs? Alors, non, ça ne vide pas le stock. Mais ça arrête, ça ferme le robinet, question voyez-vous. simple. Et là, il n'y a pas besoin de faire de grandes Nathalie études. Arthaud. Non, mais je continue là-dessus. Il y a 1000 chômeurs de plus tous les jours. Et c'est effectivement Et il y a des combien CDD, d'embauches tous les c'est jours Il y a effectivement combien des de- intérimaires. N'empêche, écoutez, Chaque mois, nous avons 300 000, effectivement. merci, nous avons des merci flux. avec votre Nous avons des chiffre. flux. Mais vous savez quand même comme moi que le chômage ne fait que monter. Hein, d'accord? Et qu'il y a eu 1 million de chômeurs de plus sur 5 ans. Nathalie Et que Arthaud. c'est une hémorragie qu'il faut arrêter. Donc ça, si vous voulez, c'est une mesure de bon sens. Et j'ai pas besoin de tirer des plans sur la comète pour dire que la première chose à faire quand on veut combattre le chômage, c'est d'arrêter les licenciements, justement. Alors, on arrête les licenciements et je peux vous garantir que Mais tous les j'avais grands une groupes, question ils de ont bon les moyens sens. de garantir les Une emplois. entreprise perd, hélas, tous ses marchés. Malheureusement, ça se voit fréquemment. Les salariés sont là, ils n'ont plus de boulot, hein, les machines s'arrêtent. Ils restent dans l'entreprise, selon votre schéma. Exactement. Qu'est-ce qu'ils font? Ils restent dans Et l'entreprise. qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils sont payés. Mais ils sont payés à quoi faire? Ils sont payés. Mais S'il n'y a plus de excusez-moi, compte, s'il n'y a plus de marché, il n'y a plus de marché. Mais quand il y a plus de est-ce que travail. c'est de leur... Alors, il n'y a plus de marché. c'est donc- pas leur faute. C'est pas leur faute, on est d'accord. Et alors, il là-dessus. faut quand même qu'ils crèvent. C'est Non, ça que vous êtes en train de me dire. certainement Si, pas. vous êtes en train Non. de me dire ça. Non. Vous êtes en train de me dire, les dirigeants sont Non, des je ne vous dis pas incapables. ça. Je vous dis Si, pas vous êtes en ça. train de me dire ça. Les dirigeants sont des incapables. Les dirigeants n'ont plus de marché. Ils savent plus quoi vendre. C'est Ils un savent plus exemple produire, concret. etc. Leur économie, elle est complètement dingue. Ben, les travailleurs, ils ont qu'à aller crever au chômage. Parce que c'est ça, c'est une condamnation au chômage. Alors moi, je dis que dans ces groupes-là, et là, il s'agit on parle de PSA, on parle d'ArcelorMittal, des groupes qui font encore des profits, excusez-moi. D'accord. Mais même attendez, PSA... alors donc c'est pas toutes les entreprises qui, Alors, mais qui commençons licencient. quand même- Vous parlez des plus commençons par grosses, ces grandes des entreprises entreprises qui font des profits. dont vous avez entendu parler D'accord. quand même, qui fermaient des D'accord. usines, qui programmaient des licenciements, vous en avez entendu parler. Bien sûr. Eh bien, tous ces groupes-là, moi je dis que oui, ils doivent, c'est une obligation qu'on doit leur faire et leur imposer de garder leurs Vous parlez salariés. des entreprises Et qui on prend réalisent sur des les profits et qui licencient. Ce n'est Exactement. pas une règle générale, donc. Oui, mais que vous c'est réclamez. une grève, une règle générale aussi, qu'il faut aussi imposer aux PME Ah comme bon. Forestia, comme Valeo, comme toutes ces PME qui gravitent D'accord. autour de ces groupes et qui ont aussi certaines beaucoup d'argent, ou alors
à qui on peut dire, eh bien, allons prendre chez le donneur d'ordre l'argent qu'il faut. Mais vous comprenez, écoutez, quand on est dans la situation que vous décrivez, les actionnaires, y compris la situation où vous dites il n'y a plus de commandes, l'entreprise ne marche plus, etc. Dites-moi, les actionnaires qui sont encore payés, qui ont encore leurs dividendes et puis qui ont accumulé, est-ce que ça leur pose un problème, eux, d'en toucher un petit peu moins, voire de ne plus du tout en toucher? Ça leur pose aucun problème, parce que eux, ils ont un matelas. Eux, ils ont un matelas. Eux, ils ont pas de soucis pour Est-ce que pour vous, le mot compétitivité est un gros mot? La compétitivité de l'économie française, la compétitivité des entreprises. C'est un mot patronal, ça c'est évident, et c'est toujours pour imposer des sacrifices aux travailleurs. Alors moi, j'ai rien contre le fait que les entreprises baissent leurs prix. Aucun problème. Mais elles peuvent aussi baisser leurs prix en diminuant les marges. Voilà. Alors, les marges bénéficiaires en rognant sur les profits. Parce que quand même, il y a quand même quelque chose qui doit vous interpeller en tant que grand économiste. Moi, je ne me considère pas comme grand économiste. Non, mais justement, vous avez... Il y a quand même quelque chose qui doit vous interpeller. C'est comment dans cette période de crise, catastrophique là, comment ces gens-là arrivent à préserver leur fortune et comment ils arrivent à présenter 73 millions ou 73 milliards, 73 milliards de profits. Comment y arrivent-ils? Ce qui m'interpelle encore une fois, c'est comment une agrégée d'économie peut faire campagne sur des mesures fortes qui semblent assez déconnectées de la réalité. L'autre mesure que vous préconisez, si je me souviens bien, c'est le contrôle des entreprises par les travailleurs. C'est cela? Alors là, on peut avoir un modèle, c'est peut-être les soviets de 1917 ou la Yougoslavie de Tito. On ne peut pas dire que ce soit des modèles qui ont laissé un souvenir économique impérissable dans l'histoire. Oui, écoutez, on peut en discuter du modèle économique, y compris de l'Union soviétique dans les années 30, 40. On pourrait en discuter. C'était l'école de la NEP. Vous savez, oui, mais... Où l'économie soviétique a été de nouveau obligée de s'ouvrir aux capitaux étrangers. On peut en discuter. Vous savez, il y a eu une industrialisation de l'Union soviétique, justement, là, en l'occurrence, sans la bourgeoisie, vous voyez, sans ceux qui apportaient les capitaux. Ils ont développé une économie différente. Écoutez, moi, ça m'intéresse, y compris de regarder ça. Mais vous voyez, vous dites ce contrôle. Mais moi, ça me paraît être quelque chose de bon sens. Excusez-moi, mais les travailleurs qui font tourner une entreprise, qui la font vivre, qui font sa richesse, vous trouvez anormal qu'ils puissent savoir exactement l'argent qu'il y a dans l'entreprise? Ça vous choque que les travailleurs, quand même, qui la font tourner l'entreprise, puissent savoir quel est l'argent réellement dans l'entreprise, qu'ils puissent savoir ce que l'entreprise verse en salaire, ce que le travail rapporte, ce qu'elle verse en dividendes, ce qu'elle met en provision, ce qu'elle met de côté pour essayer de racheter son concurrent. En quoi ça vous choque que les travailleurs puissent savoir ça? Ce qui m'interpelle, c'est que vous envisagez aucune demi-mesure. Par exemple, vous parlez du contrôle des entreprises par les travailleurs. Oui. Il y a la transparence. Moi, il y a des échelles intermédiaires. Il y a les statuts de coopérative qui sont des démarches volontaires. Il y a la cogestion à l'allemande. Par exemple, est-ce que la cogestion, pour vous, est un gros mot? Le fait que des travailleurs, représentés par leurs syndicats, puissent gérer leurs entreprises avec le patronat. C'est un gros mot pour vous. Si je comprends bien, que les travailleurs puissent contrôler l'argent, les décisions, les discussions, les projets qui sont en cours dans l'entreprise, ça vous apparaît être une mesure extrémiste, c'est ça? Non, très pas du tout. radicale. Non. À grande échelle, à l'échelle de passer du jour au lendemain. Moi, ça me semble être normal. Et même, je vais vous dire, ce qui me semblerait normal, c'est que non seulement les travailleurs puissent le savoir, et même la population. Parce que vous voyez, des grands groupes comme Total, qui vont forer à 4, 5 kilomètres en dessous de la terre, que ces choix-là soient aussi proposés à la population avec les risques, qu'on puisse décider ensemble. C'est quand même des décisions. Pourquoi sont-elles laissées dans la main d'une minorité? Ça nous concerne tous. Les dégâts, c'est quand même bien nous qui les payons. Donc moi, je trouverais ça me paraît, je sais pas, être du bon sens, quelque chose. C'est ça pour moi la démocratie, c'est que ces décisions-là qui pèsent sur nos vies quotidiennes, eh bien, on les connaisse et qu'on puisse donner notre avis aussi dessus. Je vois pas en quoi ça vous choque. Deux questions alors rapides parce que vous avez. Non mais c'est passionnant, nous sommes sur des sujets de fond. Et passionnés surtout. On va revenir sur des sujets politiques. Olivier Besancenot, hier, vous l'avez entendu, a souhaité, en cas de victoire de François Hollande, il a souhaité la constitution d'une opposition sociale et politique à la gauche du gouvernement, et il a souhaité que vous en soyez. Vous en seriez? Avec votre stratégie d'aller vers l'explosion sociale ou de peser sur le gouvernement pour qu'il mène une vraie politique de gauche? Vous savez, c'est pas une stratégie d'aller vers l'explosion sociale, c'est les patrons eux-mêmes qui vont là. Ils sont assis sur un volcan.
C'est eux qui en sont en train. C'est ceux qui sont en train de faire l'ébullition. Alors, écoutez, l'union politique avec Jean-Luc Mélenchon, on n'a pas la même politique que Jean-Luc Mélenchon. Bon, je sais bien que pour Besançon, on a tous la même politique. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi ils ne sont pas avec le Front de gauche, à vrai dire. Certains y sont. Mais nous, on n'a pas la même politique que le Front de gauche. Donc autant on peut être ensemble dans les manifestations, dans les grèves, et en même temps, on n'a pas les mêmes idées et la même politique. Donc que chacun défende ses idées. Je ne vois pas le problème là encore. Une dernière Pour moi, c'est la démocratie, ça aussi, vous voyez. Une dernière question qui est un peu politique. Pourriez-vous m'expliquer cette curiosité? Pourquoi nous avons 2 partis trotskistes en France alors qu'il n'y en a presque pas ailleurs dans le monde? Et deuxième question. Vous êtes mal renseigné. Les trotskistes, enfin Léon Trotsky rêvait de la révolution dans plusieurs pays. Il était cosmopolite, ce qui l'opposait à Staline. Or vous, dans toutes les mesures que vous avancez, vous n'envisagez à aucun moment, contrairement à beaucoup d'autres candidats à l'élection présidentielle, des alliances avec des partis frères. Mais vous êtes assez mal renseigné parce que le NPA n'est pas un parti qui se revendique de Trotsky, plus un parti qui se revendique de Trotsky. Donc je vous rassure, voilà. Il n'y en a plus qu'un. Il n'y en a plus qu'un, c'est Lutte ouvrière, oui. Nous sommes, nous, communistes. D'ailleurs, moi je m'en réclame ouvertement, effectivement, une société organisée collectivement, qu'on mette en commun les banques, voilà, les grands moyens de production, voilà. Et je suis la seule à m'en réclamer. Alors voilà, c'est comme ça. Et par ailleurs, vous savez, la révolte, regardez ce qui s'est passé dans le monde arabe. Les révoltes, elles ont été contagieuses. Nous, on pense que c'est ce qui se passera. S'il y a une révolte profonde dans un pays, eh bien oui, elle sera contagieuse dans les autres pays. Mais là encore, c'est plus les patrons, si vous voulez, qui œuvrent que nous, les révolutionnaires. Ils font le boulot à votre place, alors, on a compris. Ils sont forts, finalement, ils vous aident. On a compris. À force d'écraser la population, oui. Merci Samir Tounsi pour avoir apporté aussi brillamment la contradiction sur les thèses développées par Lutte ouvrière. Nathalie Arthaud, un mot sur la taxation, on n'en a pas parlé. Nicolas Sarkozy veut augmenter un petit peu la taxation des hauts revenus, un petit peu, j'ai dit. François Hollande, il veut créer une nouvelle tranche à 45% et à 75%. Au-delà de 1 million d'euros. Jean-Luc Mélenchon, lui, il prend tout au-dessus de 350 000 euros par part. Vous prenez tout à partir de combien? Non, mais nous, on veut des salaires dignes. Donc, on prend en commençant par augmenter les salaires. Le SMIC à 1 700 euros et forcément, ça prendra sur leur profit. Bon. Parce que le problème, c'est pas de prendre aux plus riches, c'est de permettre aux plus pauvres et aux travailleurs de vivre normalement. Donc, d'augmenter les salaires, les pensions de retraite des petites gens. Et les impôts des riches? On pourra imposer, bien sûr. On n'a pas de chiffres. Mais je ne suis pas contre. Mais d'abord, la priorité, c'est augmenter les salaires. C'est surtout faire que les gens puissent remplir leur frigo. Perrine Tarnaud de Public Sénat va nous rejoindre, mais d'abord avec Tam Tranui, on voit comment ça se passe avec justement les partis que l'on croit frères, qui ne le sont pas totalement. Elle a rencontré certains de vos camarades, on va les appeler comme ça, du NPA, qui voudraient bien lutter, certains en tout cas, à vos côtés, même s'ils trouvent votre fonctionnement, on va dire, un petit peu opaque. En quelque sorte, la légende grise de lutte ouvrière serait fondée. Travailleuses, travailleurs, camarades et amis. Les partis de la gauche révolutionnaire n'ont plus la cote. Qu'il s'agisse du NPA ou de lutte ouvrière, ils ne dépassent pas pour l'instant 1% d'intention de vote. Il est bien loin le temps béni d'Arlette Laguillet et d'Olivier Besancenot, l'époque où la LCR et lutte ouvrière atteignaient ensemble les 10% en 2002. Bon, Arlette Laguillet, elle perçait l'écran, Olivier Besancenot, ils ont fait 1 million de voix. Succéder à des gens très connus et très populaires, c'est vrai que pour Nathalie Arthaud, c'est une tâche qui n'est pas facile. Malgré leurs mauvais sondages, les 2 dernières formations de la gauche trotskiste ne sont pas prêtes de s'allier. Je t'aime, moi non plus, un amour à sens unique, voilà qui résume leur relation. Le nouveau parti anticapitaliste se verrait bien lutter au quotidien avec lutte ouvrière et avec bien d'autres, mais la réciproque n'est pas vraie. Moi, le reproche, mais très fraternel qu'on fait à lutte ouvrière, c'est de ne pas être resté dans les cadres unitaires au niveau des mobilisations, que ce soit sur la dette, la défense des immigrés, les problèmes de la retraite, etc. Si la critique se fait du bout des lèvres et avec le sourire chez les cadres du NPA, les militants 2 étages plus bas sont beaucoup plus francs du collier. Même une lutte défensive victorieuse, on ne la gagnera pas sans le Parti communiste, sans le Front de gauche, sans les syndicalistes, sans les milliers de syndicalistes, ou non d'ailleurs. CGT, les solidaires, un peu même de CFDT, un peu de FO. Enfin, on va pas mener des luttes qu'avec des révolutionnaires. C'est ridicule. Alors oui, chez les camarades du NPA, on trouve la position de Nathalie Arthaud pas très enviable, mais pas seulement parce qu'elle est dans l'ombre d'Arlette Laguillet. C'est une tâche assez rude, c'est vrai, d'être porte-parole, surtout peut-être spécialement de lutte ouvrière, peut-être. J'imagine qu'on peut moins faire de faux pas.
il n'y a pas de répression, mais les militants ici sont peut-être quand même, au NPA, sont plus libres quand même, je pense, de s'exprimer, d'avoir des petites divergences d'analyse de la situation, etc. Alors lutte ouvrière, un brin dogmatique, pas très ouvert, peut-être la face cachée de l'indépendance révolutionnaire. Bonsoir Nathalie Arthaud. Alors, bonsoir, lutte ouvrière, organisation dogmatique. Bah écoutez, ce qui me frappe, moi, dans ce reportage, c'est que finalement, ils expliquent, voilà, lutte ouvrière, finalement, reste dans son coin. Bon, mais la réalité, ils la connaissent, c'est qu'on est de toutes les mobilisations, de toutes les manifestations, contre les retraites. Évidemment, à chaque fois qu'il y a une mobilisation pour défendre le droit de vote des travailleurs immigrés, la régularisation des sans-papiers, on est toujours là. Et on est évidemment on est de tous les combats. Et en même temps, dans les combats, on pense qu'il y a la place pour toutes les idées. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'être tous alignés derrière le même point de vue. Donc vous voyez, on n'est pas nous dogmatiques, au contraire, on pense qu'on peut être ensemble dans les luttes. Et en même temps, défendre des politiques différentes et laisser choisir. Alors, vous voyez, ils reprochent ça finalement à lutte ouvrière, alors qu'au contraire, c'est notre point de vue. Mais toujours est-il qu'il reste un peu toujours cette image opaque, voire de secte autour de lutte ouvrière. Vos fantasmes, c'est vos fantasmes. Hein. Là, moi, je peux rien contre ça. Hein. C'est pas les fantasmes des journalistes, c'est peut-être parce que vous manquez d'ouverture au grand public. Pourquoi? Dites-moi pourquoi. Vous ne voulez jamais parler vraiment de l'organisation, vous ne voulez jamais vous parler en tant que candidate de votre vie privée. Excusez-moi, alors là, ça n'a rien à voir. Vous savez, bah oui, attendez. Si, un peu quand même, parce que... Ah bon? Si, je vais vous dire pourquoi. Savoir ce que j'aime manger, combien d'heures je dors, je vois pas la... Franchement, je pense que ça n'a pas sa place dans une campagne électorale. C'est pas ce que je voulais vous dire, c'est que vous avez d'ailleurs déclaré dans Le Monde ce week-end que les problèmes personnels, les choix personnels... sont des problèmes politiques. Le mariage, oui, l'union libre, sont des choix privés, mais ce sont également des problèmes politiques. Alors là, franchement, c'est intriguant. Vous avez mal lu l'article, car ce ne sont pas mes mots. Ce ne sont pas mes mots, c'est entre guillemets les problèmes non, politiques. c'est la journaliste qui a dit ça, ce ne sont pas mes mots. Par ailleurs, parce que... Les choix privés sont des problèmes politiques à lutte ouvrière ou non? Nous avons des positions, des idées sur effectivement beaucoup de choses, y compris de la vie privée. Nous sommes pour l'union libre, nous sommes pour le mariage homosexuel, nous sommes plutôt favorables pour le droit de mourir dans la dignité. Vous voyez, pour le mariage homosexuel, mais pas pour le mariage hétérosexuel. Nous sommes, mais attendez, je sais pas, je vous pose la question, vous me dites l'union libre. Comprenez bien, je comprends que vous découvriez peut-être des gens qui sont pour l'union libre, mais c'est-à-dire qu'en fait, nous, on voit pas, vous savez, c'est Brassens, hein, pourquoi, voilà, mettre son nom au bas d'un parchemin, n'est-ce pas? Voilà, maintenant, on n'a rien contre le fait que les gens se marient, et d'ailleurs, nous disons que les couples homosexuels qui le désirent, peuvent se marier. Mais là, vous parlez des choix sociétaux de lutte ouvrière, c'est pas la question. C'est des choix privés. À chaque fois, là, on parle des choix privés des militants. Là, on parle de la vie privée. Mais justement, c'est là qu'il y a une confusion. Ça devient un choix politique. C'est là que ça devient une confusion. On peut avoir un point de vue sur bien des aspects de la vie privée, et en même temps, évidemment qu'on est libre. Et tous nos choix, c'est justement des choix pour la liberté, des choix progressistes, de laisser chacun libre de ses choix. Toutes nos positions, c'est ça. Alors qu'est-ce que vous êtes en train de me dire? Vous êtes en train de me dire que quoi, un parti va imposer des choses à ses militants, c'est ça que vous êtes en train de me dire? Eh bien ça, c'est des bêtises. Est-ce que quand vous êtes militante de lutte ouvrière, vous devez renoncer à toute vie privée? Eh bien non, madame, c'est bien ce que je vous disais. Là, il s'agit de fantasmes, donc il faut comprendre les choses. Vous ne renoncez pas à certains secrets dans votre vie privée. Là, il y avait une autre citation que vous allez pouvoir dire qu'elle était inexacte. Même mes parents ne savent pas tout. Parce que vous dites tout à vos parents, monsieur Grossior? Pas tout, non. Mais enfin, écoutez, moi, depuis très jeune... En gros, ils savent. Moi, depuis très jeune, effectivement, je suis plutôt secrète. Voilà. Ouais. Mais je crois que c'est un trait de personnalité. Écoutez, non, je racontais pas tout à mes parents quand j'avais 14, 15 ans. Peut-être que vous aussi, je sais que, bon, dans certaines familles, ça se fait, mais non, mais ça, c'est... Bon, en tout cas, lutte ouvrière vous laisse la place dans votre vie pour faire autre chose que de militer. Mais je vous rassure, je suis normale. Vous pouvez, voilà, si ça se trouve, j'ai plus de temps libre même que vous-même, vous voyez. J'espère pour vous. Eh ben voilà. Voilà. Mais quels sont les loisirs de Nathalie Arthaud, par exemple? Non, mais dans une campagne présidentielle, c'est aussi une rencontre entre un homme, une femme et les Français. Donc il faut qu'ils aient d'avoir envie de quelqu'un pour voter pour lui. Non, enfin là, il faut connaître un petit peu là, je ne crois la pas. personnalité. Je crois qu'il faut surtout que, effectivement, je mette en avant
avant mes idées, c'est un accord sur mes idées, c'est ceux qui auront envie de dire la même chose que moi, qui voteront pour moi. Maintenant, je suis normale, voilà, je suis dans un club sportif, je fais de la natation, j'ai des amis, je vais au cinéma, je suis passionnée de Vous faites lecture. tout avec la même fougue, sans prendre je fais des footings, le temps de respirer. voilà, je suis tout à fait normale. Michel, qui est très soucieux de votre santé, je vous demande si vous faites toujours tout comme ça avec cet air très tonique, sans respirer. Non, mais là, il faut dire que vous m'avez quand même un peu mis sur le grill. Ouais. Donc, il y avait pas il y a un sondage qui est tombé là, à l'occasion de la Foire de Paris, figurez-vous. 84% des Français se voient joyeux. Est-ce que c'est votre cas? Écoutez, en tout cas, moi, je me vois surtout d'une confiance, c'est sûr, indéfectible en l'humanité, voilà. Et je suis convaincue qu'on arrivera à résoudre les problèmes, les problèmes énormes de notre économie, de notre société. Je suis convaincue qu'on peut aller de l'avant. Et que tout ce que vous me dites, oulala, mais il faut pas, on peut rien imaginer d'autre, de différent, l'inconnu, oulala, non. C'est pas ce qu'on vous dit, c'est pas ce qu'on vous dit. Nous, on pose des questions. Je suis convaincue au contraire que tout ça, on peut inventer et on peut améliorer bien des choses. Je voulais revenir sur le reportage qu'on vient de regarder. On écoutait cette militante du NPA qui avait l'air soucieuse pour vous si votre score n'était pas très satisfaisant au premier tour. Elle parle de répression, c'est vrai ça? Elle a parlé de répression? Oui. Eh bien, écoutez, voilà, c'est son point de vue. Vous verrez. C'est encore un fantasme. Qu'est-ce que vous pensez que je vais être pendue, c'est ça? Non, je sais pas, je vous demande. Non, mais écoutez, là franchement, c'est... Mais est-ce que vous êtes fixé un objectif? Écoutez... pour le premier tour, pour votre score? Non, on n'a pas d'objectif. Non. Non, mais on peut avoir une ambition, atteindre 5% par exemple. Notre ambition... c'est de faire comprendre justement nos idées, de faire comprendre ce qu'on est, de faire comprendre nos perspectives, c'est de pouvoir effectivement les diffuser à grande échelle, montrer justement qu'il y en a qui ne se résignent pas, qui n'ont pas envie de se laisser faire, qui contestent la société, qui sont prêts effectivement à dire, eh bien voilà, le chemin qu'on nous montre, dont on nous dit qu'il ne faut pas en sortir, eh bien si, la réalité c'est qu'on peut changer ça, voilà, il y a eu des révolutions, il y a eu des révoltes, tout ça, c'est devant nous, bah oui, voilà, c'est de faire entendre ça. Et vous savez, moi je suis convaincue que ça ne tombe pas dans l'oreille de sourd, je ne sais pas combien iront voter pour ma candidature, mais ça ne tombe pas dans l'oreille de sourd, ça tombe dans l'oreille de gens quand même qui se posent des questions sur ce qui se passe dans la société et qui se sentent, y compris, condamnés quand même par la société. Parce que vous savez, quand on se retrouve au chômage aujourd'hui, on se dit qu'on n'a plus d'avenir dans cette société, qu'on est laissé de côté, qu'on n'a plus de vie. Donc je peux vous garantir que tout ça, tôt ou tard, eh bien, ça portera ses fruits. Donc nous, c'est effectivement ça, c'est porter nos idées, c'est les défendre et montrer qu'il y en a qui ne se résignent pas et qui sont prêts à aller de l'avant. On vous a beaucoup comparé à vos débuts à Arlette Laguillet, parce qu'il y a une certaine ressemblance physique. Est-ce que cette ombre vous a pesé? Eh ben voilà, ressemblance physique, sans doute. Non, mais est-ce que ça vous a pesé d'être souvent comparé à Arlette Laguillet, qui est quand même une figure tutélaire de l'élection présidentielle en France? Elle a été 6 fois candidate. Non, pas du tout. Et je dois vous dire que moi, ça me fait plutôt plaisir. Ça me fait plaisir. Et elle vous a donné des conseils? Bien sûr. Et puis c'est une facilité parce que... Sur quel point, par exemple? Elle m'a ouvert la voie. Moi, je pense qu'effectivement, quand je parle, je suis assez identifiée, justement... voilà, on est dans le camp des travailleurs, on n'a jamais retourné notre veste, jamais trahi, jamais changé de politique. Donc voilà, et puis évidemment, oui, elle me conseille, elle écoute les interviews. Elle occupe une place importante dans votre parcours politique? Oui, bien sûr, évidemment. Elle a incarné lutte ouvrière, elle a beaucoup compté, elle continue de compter. Merci à vous, Nathalie Arthaud, de votre présence aujourd'hui encore. On vous reçoit régulièrement sur la chaîne Public Sénat. C'est vrai. Il faut le dire. À 22h30, il y a un autre rendez-vous avec Preuve par 3 et notre invité sera Jean-Pierre Raffarin. À tout à l'heure, donc en tous les cas, on se retrouve dans quelques minutes pour le journal de 19h. Bonsoir à tous. Quel est l'impact d'un grand équipement sur les habitants et les acteurs locaux? Après le viaduc de Millau, Public Sénat s'intéresse au Futuroscope de Poitiers. Retour sur ces grands travaux qui ont bouleversé nos territoires. Attention, grands travaux, jeudi à 23h sur Public Sénat.
campagne à l'autre, cette semaine en Aveyron, à la rencontre des blouses blanches de l'hôpital de Millau, des infirmières attachées au service public. Notre docteur en sondage nous dira ensuite si les salariés du public restent fidèles à la gauche. Enfin, immersion dans la section UMP de Rodez, des militants requinqués par les bons sondages. L'hôpital public doit se réformer autour d'un double objectif, la qualité des soins et l'optimisation des moyens. C'est ce que déclarait Nicolas Sarkozy fin 2007. Depuis, la loi Bachelot a profondément modifié le mode de financement des hôpitaux publics, désormais soumis aux mêmes règles que le privé. Restructuration, baisse d'effectifs, fréquentation en hausse. L'hôpital peine aujourd'hui à trouver sa voie entre mission de service public et équilibre budgétaire. D'une campagne à l'autre, direction l'Aveyron, un département rural où les hôpitaux se battent pour ne pas fermer. Rencontre avec Cécile et Florence, infirmières au centre hospitalier de Millau. C'est parti. Manger et boire, faudra boire avec Monsieur Briand. Voilà, parce que voilà. Voilà presque 30 ans que les journées de Florence commencent de la même façon. Sur 24 heures. Tu l'as mis ça, hein? Je te l'ai mis, ouais. C'est un cours. On parle de tous les malades, un par un. On nous explique la matinée, ce qui s'est passé. En apparence, rien n'a changé, même geste, même concentration, mais avec un budget plus serré et des patients plus nombreux. Ça roule beaucoup, ça change, les patients changent plus vite qu'autrefois. Autrefois, ils restaient, pour une petite appendicite par exemple, on restait une semaine. Maintenant, on reste 3 jours. Donc, les patients sortent, il y en a d'autres qui arrivent, ça va très vite. Je vous prends la température. Florence regrette qu'à Millau comme ailleurs, la rentabilité soit devenue un impératif. Bon. Depuis 2008 et la mise en place de la tarification à l'activité, les hôpitaux publics et privés sont soumis aux mêmes règles comptables et les économies sont partout. C'est ce qu'on met sur les perfusions pour les maintenir. On en avait un qui était très bien à l'époque. Et on nous en a mis un qui est de moins bonne qualité, qui tient bien moins. On en use parce que donc l'économie, je ne sais pas où elle est. Un temps menacé, les services de maternité et de chirurgie semblent aujourd'hui sortis d'affaires. Depuis la fermeture de la seule clinique privée de la ville, l'activité des services est même repartie à la hausse. Par contre, j'ai besoin de savoir qui vous souhaitez comme ambulance. On a absorbé plus d'activités chirurgicales avec quasiment le même nombre de lits. Je vais l'appeler. Ce qui fait qu'il y a certains jours de la semaine, en fonction de l'activité programmée qu'on a, mettre des urgences qui arrivent derrière, on n'arrive pas à faire face, quoi. Alors voilà, en permanence, on doit jongler les entrées, les sorties, essayer d'anticiper un maximum. On va fixer un peu les dates pour les groupes de travail. Faire tourner le service, Céline Gakir est cadre infirmier. C'est elle qui fait les plannings et elle a parfois bien du mal à remplir les cases. Faute de personnel, à 1 450 € net en début de carrière, les candidates ne sont pas nombreuses. Au quotidien, les infirmières sont soumises à prendre des décisions et parfois, ça peut faire peur. Bon, bah, moi, j'y vais, les filles, hein. Il faut des gens qui ont un réel sens des responsabilités et tous les jours, vous l'engagez. Une fois les visites terminées, Florence doit encore aller au bloc opératoire. Malgré l'accélération du rythme, malgré la rémunération juste suffisante, malgré les gardes, malgré les nuits, elle reste attachée à cet hôpital à taille humaine. On connaît les familles osent venir nous parler, que des fois dans les gros hôpitaux, elles sont un peu perdues. Nous, elles viennent nous voir, elles nous parlent, on parle avec les patients. C'est plus facile pour eux et pour nous. J'ai quelque chose. 17h, appelé en urgence l'hélicoptère du SAMU d'école de Millau. À son bord, une urgence vitale. Dans 15 minutes, il sera au CHU de Montpellier. Par la route, il aurait fallu plus d'1h30 avant de le prendre en charge. On se retrouve avec Céline et Florence dans le service de chirurgie viscérale. Rebonjour mesdames. Bonjour. Alors quand vous retirez vos blouses blanches, est-ce que vous prenez le temps de vous intéresser à la politique? Moi personnellement très peu. Moi un petit peu. Quel regard vous portez aujourd'hui sur ce monde politique? On les voit beaucoup dans des querelles entre eux et c'est vrai que ça manque. On a l'impression qu'il manque un peu de maturité et en plus je trouve qu'il manque des personnages forts, charismatiques. La dernière élection présidentielle, c'était en 2007. À l'époque, pour qui vous aviez choisi de voter? J'avais voté Parti Socialiste. Et vous Moi, Centre. Par défaut, parce qu'en fait, sur le Parti Socialiste, j'avais trouvé personne qui m'avait donné envie de voter pour lui, quoi. Je trouve que c'est important, en fait, un président de la République, et moi, je m'identifie comme ça, pas forcément qu'aux idées. Alors, Florence, vous travaillez ici, vous, depuis 27 ans. Vous, Céline, depuis 17 ans. Vous avez vu les choses changer. Comment a évolué votre quotidien?
Mais on fait plus attention aux dépenses, aux économies. On nous parle beaucoup de la tarification à l'acte. Vous avez le sentiment que le gouvernement a voulu aider la santé ces 5 dernières années ou pas? Non, je dirais pas tout à fait ça. Je crois qu'en fait, on est vraiment rentré dans une démarche où l'économique est important. On est un peu géré plus comme une entreprise, alors qu'à l'hôpital, c'était pas du tout ça autrefois. Dans notre quotidien, on n'avait pas cette contrainte. On l'avait moins cette contrainte-là. Oui, on ne faisait pas attention à tout ça. Le premier tour de l'élection présidentielle approche. Est-ce que vous trouvez qu'on parle bien de la santé jusqu'ici? J'ai pas trop entendu de choses sur la santé. S'il y avait une décision qui devait être prise, que ce soit pour votre travail ou votre quotidien, demain, ça serait quoi qui serait important pour vous? Garder les hôpitaux de proximité. On en a besoin, surtout dans nos départements qui sont très étendus. Il y a beaucoup de personnes âgées et la médecine de proximité, c'est quand même important pour eux, pour leur famille. Est-ce que vous savez déjà pour qui vous allez voter au mois de mai? Moi, je ne sais pas encore exactement, mais pas à droite. Voilà. Là, franchement, pour l'instant, je ne sais pas. Voilà. Mais ça serait plutôt à gauche également, quoi. Voilà. Florence, Céline, merci d'avoir répondu à nos questions.